Salut à tous et n'attendez pas l'autre salut parce que Monsieur Rolly n'est pas avec nous aujourd'hui. Il a une connexion soviétique, donc forcément il a eu un problème technique. Ça a été dur de se caler tous les trois pour faire ce podcast. Cette interview de Malik Sylla, l'interview t'es super, on t'adore et donc ça m'a fait un zoom de fou. Et donc, on va faire ça sans lui, malheureusement. Et voilà, comme je vous l'ai dit, introduction, Malik Sylla. Donc, c'est un hyperactif dans la vie, c'est un rappeur, c'est un boxeur, c'est un combattant de MMA, c'est un entrepreneur, un journaliste, un commentateur de MMA sur Canal+ Afrique, un coach de grande qualité. Et on a une petite heure et demie, 2 heures, je sais pas combien de temps tu as devant toi, mais pour te découvrir dans les grandes lignes et retracer un petit peu ton parcours. Donc on va commencer ensemble à discuter de toi, parce que là, beaucoup de gens te connaissent au travers de ton club, au travers de ton émission, au travers de tes élèves, de leur réussite. Et donc, là, on va te découvrir un peu plus en profondeur, Monsieur Malik. Déjà, merci Thomas pour l'invitation. Seb n'est pas là, mais bon, on va faire le job quand même. Et voilà, sympa l'intro, merci. Et puis let's go. Je suis là pour répondre à vos questions, à tes questions. Écoute, ça sera un interrogatoire chargé. Tu sais. On est écoute, comme l'exercice. Exactement, tu sais, tu es prêt. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Comme je t'ai dit en off, on va retracer un petit peu l'ensemble de ton parcours. On va essayer en tout cas, parce que forcément, 1 heure et demie, c'est pas suffisant pour retracer une vie, surtout quand elle est aussi chargée que la tienne. Mais déjà, pour commencer, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un petit peu la genèse, tu vois, le démarrage de toute cette aventure. Et surtout, c'est ce qui nous importe le plus ici pour l'instant, mais en tout cas sur les sports de combat, c'est comment t'es venu ta passion justement pour les sports de combat. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça a toujours été? Est-ce que c'est le cinéma? Est-ce que c'est tu vois, qu'est-ce qui t'a amené dans les sports de combat? Ouais, clairement, il y a un peu de ça, un peu de cinéma, un peu de Jean-Claude Van Damme, un peu de Bruce Lee. Ça, c'est quand j'étais petit, c'était des films qu'on regardait un peu à la maison. Mais mon papa, paix à son âme, était un fan de boxe. Et j'avais souvent des tontons qui venaient à la maison le soir les nuits pour regarder les combats, notamment de Mike Tyson à la maison. Et voilà, c'était des choses qu'on partageait un peu à la maison. Mike Tyson, Mohamed Ali, c'était des figures qui étaient présentes à la maison. Mais ça, c'était bien avant que je commence la boxe à l'âge de 15 ans. Comment je suis arrivé à la boxe? Je dirais pas par hasard. J'ai commencé les sports par le basket. Mon grand frère aussi était fan de basket, donc on traînait un peu dans les tournois de basket, les streetball, les blacktop, tous ces trucs qu'il y avait à l'époque. Et j'ai voulu poursuivre ça en club. Seulement quand j'ai été dans un club, le club de basket de la ville, on m'a pas laissé m'entraîner longtemps, dans le sens où on n'avait pas forcément les moyens d'aller s'inscrire et que quand au bout d'un moment, on m'a dit mais c'est pas gratuit l'entraînement, donc va trouver une autre activité. J'ai dit ok, et du coup un jour je passe au quartier de la Fouilleuse qui est pas loin de chez moi parce que je vais faire des allers-retours pour aller au Leclerc acheter du pain entre autres. Et j'ai découvert la salle de boxe comme ça. Vraiment, c'était une salle qui était au pied d'une tour. Et quand je suis rentré, on m'a rien demandé. On m'a passé une paire de gants. On m'a dit, voilà, tu peux t'entraîner. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé la boxe. J'avais 15 ans. Et voilà, de fil en aiguille, je suis resté dedans jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans. J'ai fait de la boxe éducative, de la boxe amateur. J'étais doué à ce qui paraît pour la boxe et ça m'a déjà permis de rencontrer énormément de monde et après j'ai mis ça de côté. J'ai eu des lésions à la rétine. Pour le coup, j'ai délaissé la boxe. Je devais avoir la vingtaine et j'ai commencé à prendre un peu de poids, à goûter un peu la vie, commencer à travailler un petit peu, manger dehors avec les copains et tout ça, prendre du poids et puis j'ai comment je suis arrivé au MMA? On était en Thaïlande avec Grégory Baben, entre autres. Pareil, on avait la vingtaine. Et moi, je venais de la boxe anglaise. Et on s'amusait un peu à se chamailler sur la plage.
Et quand j'ai commencé à boire la tasse, parce que je me faisais jeter par terre dans tous les sens par les gars, par Greg et d'autres potes qui, eux, pratiquaient un peu du MMA, je dis, mais c'est quoi votre sport là et tout, ça a l'air cool. Je dis, bah viens et tout. Sachant que déjà, je voyais à l'époque Cyril Diabaté, qui s'entraînait dans la même salle que nous, déposer des tapis à chaque fois qu'on finissait, nous, l'entraînement. Ils arrivaient, ils mettaient les tapis par terre. Et je disais, mais c'est quoi leur sport là? C'est quoi ces mecs là? Ils se roulent par terre et tout. C'est quoi? Nous, on fait de la boxe, on est plus fort, on est ci, on est ça. Donc, voilà un peu dans le désordre comment je me suis mis au MMA. Et j'ai commencé donc le MMA après avec Cyril Diabaté à la Snake Team. À l'époque, c'était au Palais des Sports de Nanterre. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai poursuivi ce sport pour lequel je suis tombé amoureux. Et, et aujourd'hui, presque 20 ans après, j'ai mon club, le Fighting Beat, à Rueil-Malmaison. Voilà. Donc c'est marrant parce que alors déjà tu dis tu penses qu'on t'a dit que les gens pensaient que tu étais doué en boxe. Je pense qu'il y a 2-3 fois qu'ils le confirment parce que c'est un peu ton arme. Ça, c'est vrai que c'est de... ma D'ailleurs, il technique n'y a pas qu'avec tes favorite. points. Ouais, il n'y a pas qu'avec tes points, il y a avec tes genoux. Je me souviens d'une fois où tu étais venu au club, tu étais venu chez moi une fois pour t'entraîner à l'époque où j'enseignais le MMA, où ouais, il y Ouais. a quelques fois qui se sont souvenus de ton passage. Donc, des Mm. petites pointes du genou au niveau du foie, c'était pas mal. Donc voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que là, de ce que j'entends, tu connaissais donc déjà des gens du MMA, donc Grégory Ouais. Baben, Diabaté. Alors, Diabaté que tu connaissais pas personnellement à l'époque, mais en tout cas, tu avais Si, déjà je le des potes connaissais qui. personnellement parce que Cyril, faut savoir que Greg, Cyril, moi et d'autres combattants d'époque, on est tous de Rueil-Malmaison. On a grandi à Rueil-Malmaison. Cyril Diabaté, c'était un grand de la ville. On le voyait combattre à Las Vegas déjà à l'époque. On suivait ses combats sur Canal+. Donc Cyril, je mettais les gants avec lui, j'avais 17 ans, pendant qu'il préparait ses combats. Et voilà, nous, Rueil, on a cette chance-là. C'est une ville sportive. Le club de boxe de Rueil a fourni pas mal de champions. Et c'est vrai qu'on s'entraînait. Et puis Cyril était venu. Donc moi, j'avais mis les gants avec Cyril déjà à l'époque. Donc ouais, Cyril, on le connaissait. Cyril, c'était la figure des sports de combat à Rueil. Et D'accord, parce que Greg, comme. ouais, excuse-moi, Greg, c'était un des Vas-y. élèves de Cyril. Et, mais voilà, il faisait du MMA. Nous, on faisait de la boxe anglaise. Xavier Fouapokam aussi était là, déjà à l'époque. Il y avait le cousin de Cyril aussi qui était là. Vraiment, c'était les premiers. Il y avait aussi toute une génération de combattants. Le MMA, c'était pas connu. C'était vraiment un sport qui était vraiment méconnu, quoi. Et puis voilà, à l'époque, ils appelaient ça le free fight. C'était une autre époque, une autre vision du sport. Ils combattaient déjà à l'étranger, en Croatie, Hollande, Belgique. Donc voilà, il y avait déjà des combats. Mais on était déjà dans ça, ouais. D'accord. Parce que en fait, quand tout à l'heure tu disais je voyais Cyril qui mettait les tapis et tout ça, je pensais que tu sais, tu le voyais en tant que coach, mais que tu le connaissais pas personnellement. Tu disais Non, non, je Baben, tu étais connaissais, parti en vacances avec, mais oui, donc oui, tu le mais je connaissais, connaissais pas d'accord. la discipline, quoi. D'accord, mais c'est vraiment ça. En fait, tu as découvert la discipline, mais comme tu connaissais donc déjà Cyril, Ouais, tu savais déjà de toute façon qu'il venait de la boxe à la base. Donc, ouais, c'est donc dans ça, le, dans le MMA, quand même, exactement. parce que c'est quand tu dis on vient de la boxe, on est plus fort et tout ça, mais lui, quand même, c'est un sacré boxeur à la base. Ouais, ça c'est sûr, mais c'est vrai que j'avais pas cette notion, cette connaissance, en tout cas de la discipline, de la complexité du MMA. Et voilà, j'étais juste, je me disais, j'étais bête, bah ouais, les boxeurs, c'est les plus forts. Ouais, et t'avais pas vu encore de combat, tu sais, à l'UFC, ce genre de choses Ouais, à cette le époque-là? fight, ces trucs-là, mais on regardait ça, c'était du spectacle. Pour moi, c'était comme du catch. J'ai des souvenirs de Pat Smith mettant des coups de coude dans la tête d'un gars. Voilà, j'étais loin d'imaginer ce que ça demandait, en tout cas, comme travail et comme discipline. Ouais, c'est clair. Et c'est marrant que tu parles du free fight parce que c'est vrai qu'on a réussi à se détacher de cette image au fur et à mesure du temps, mais c'était une image qui était vraiment. En fait, le mot MMA, le terme MMA, moi je me souviens quand j'ai découvert la discipline, je connaissais même pas le terme. C'était vraiment free fight. En fait, à la Ouais, base, c'est c'était ça, vraiment le terme en France qui était là pour cette discipline, c'était le free fight. Je me c'est souviens ça. de vieilles affiches où mes élèves ont combattu dans une patinoire, tu sais, quand l'été on retirait la glace, on mettait un ring et puis on avait Mhm. organisé. Enfin, c'est pas moi, c'était Mamadou Magassou
Souba, paix à son âme, À son âme. qui avait organisé ça, tu sais, dans la patinoire de Saint-Ouen. Et son affiche, il n'y avait pas, il y avait pas les 3 lettres MMA. C'était vraiment Ouais, free fight, Free tu sais, à Fight, cette ouais. époque-là. Donc, il y avait ce truc un peu aussi, tu sais, un peu underground, tu sais, c'était pas aussi, c'était pas une image aussi léchée que celle qu'on a aujourd'hui, quoi. Là, c'est sûr. C'est sûr, c'était une autre époque. Ouais. Et toi, donc, parce que je l'ai dit tout à l'heure, donc t'es rappeur à la base. Enfin, tu l'es sûrement toujours, parce que ça, c'est le genre de choses Ouais, qui reste toujours. C'est, comment j'ai dire? fait de la musique. Pareil, encore de la ville, hein. Vraiment, c'est cette influence que la ville a eu sur moi. On a un grand de chez nous, Jean-Yves Davison, paix à son âme aussi, qui était un des Black Dragons. Je ne sais pas si tu as connu Oui, euh, ce, ce, voilà, ce crew légendaire qui était les Black Dragons, qui était lui aussi rappeur de base. Et c'est vrai qu'il y avait des ateliers de quartier, tous ces trucs-là. Ils nous emmenaient voilà, faire de la danse. Moi, j'ai fait un stage de danse avec Actual Force, vraiment qui est un groupe aussi de break historique du hip-hop français. Et c'est sous l'impulsion de Jean-Yves, de Memo, Mourad, et qui eux étaient déjà artistes, rappeurs, et qui, voilà, qui faisaient un peu leur place dans la scène rap de la ville. Et voilà, de fil en aiguille, c'est un terrain aussi qui m'a intéressé. Donc, j'ai commencé, moi, à écrire mes premiers textes à l'âge de 13 ans. Et voilà, j'ai continué, j'ai continué. Alors, j'étais pas forcément le plus doué de tous, mais voilà, j'ai beaucoup observé comment ils faisaient. J'ai passé des heures au studio avec eux, et à la manière d'un combattant qui s'entraîne pour peaufiner sa technique. Dans le rap, c'est la même chose, en fait. Il y a cette notion de compétition, cette notion de technique, cette notion de travail. Et là encore, épaulé par des plus grands, j'ai pu arriver jusqu'à faire voilà, mes premiers pas sur disque. Et pareil, j'ai produit mes propres disques parce qu'il y avait cette notion aussi, on nous a toujours appris qu'il fallait se débrouiller de nous-mêmes. Donc, mm, il y a ce parallèle-là pour moi entre le combat et la musique. ouais. Black Dragon, d'ailleurs, si vous connaissez pas cette équipe, il y a un documentaire. Il n'y a pas qu'un documentaire, mais Ouais, pas carré. il y a des Brut, on a fait documentaires sur un. YouTube. C'est Ouais. ça. Et il y en avait un autre aussi, avant Brut, je crois, un plus ancien, où Ouais, il parlait avant justement Brut. des Black Et Dragons et tout ça, c'est Enoch, d'ailleurs, Enoch que tu connais aussi, qui a que réalisé ce j'adore. documentaire. Qui a réalisé ce documentaire, le premier qui avait été fait sur les Black Dragons. Voilà. D'accord. Bah, si vous connaissez pas, faut aller le voir parce que franchement, c'est toute une époque. En fait, c'était une équipe qui se battait contre les skinheads, en fait, tout simplement à l'époque. Exactement. Exactement. Donc ils étaient d'utilité publique. C'est Ils ça. étaient C'est d'utilité publique. enfin, les premiers avec parce qu'il y a différents types de punk, tout ça, avec des antifas. C'était eux les antifas originels, quoi, qui allaient se battre contre les nazillons qui étaient présents sur Paris. Exactement. Donc c'est super intéressant. Et puis en plus de ça, vous allez retrouver des figures du rap, de la scène rap d'époque, en fait, de l'époque. Jean Gabin, MC Jean Gabin, Exactement. enfin, il y avait tout le monde, il y avait tout le monde. Il y en avait plusieurs. Donc franchement, faut regarder ce documentaire-là. Et donc, t'étais à la fois dans la boxe, t'étais à la fois dans le rap. Si tu te replonges à cette époque-là, tu pensais que c'était quel chemin, quelle carrière qui t'attendait à ce moment-là? Déjà, ou même pas du tout. Peut-être que tu pensais pas du tout en arriver déjà Non, là, si, j'ai eu ce que tu es aujourd'hui, tu vois. des rêves de gloire. En tout cas, en boxe, il y a une vidéo qui traîne. Il y avait France 3 qui m'avait suivi sur un gala et dans laquelle je dis ouais, je ferais bien les Jeux Olympiques, tout ça. Mais voilà, par la suite, j'ai j'ai pas su en tout cas capitaliser sur tout ça. La musique aussi, j'en faisais, mais voilà, c'était un kiff. Et là encore, c'est la notion de travail. Tu te rends compte après, tu te dis, mais ce que ça demande en vrai, que ce soit pour la musique ou pour les sports de combat, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et ça, je l'ai appris sur le tard. Et, euh, mais j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets parce que à l'époque, j'ai vraiment pensé faire en tout cas ce que je pouvais faire. J'ai beaucoup appris sur moi-même et sur le sport. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai une expérience et une vision des choses qui est peut-être différente, en tout cas, ou qui est la mienne. Mais voilà, je n'ai pas de regrets. Je sais que j'ai pas été
euh, performant, ultra performant en tout cas, même si j'ai fait des bonnes choses quand même, hein, j'ai pas à rougir de ce que j'ai fait, mais parce que voilà, j'aurais dû certainement ou pu faire différemment, mais c'est sans regret. C'est sans regret. La passion, elle est là, quoi qu'il arrive. C'est ça, mais après, quand tu dis pas performant, tu parles du côté plus combattant, des résultats C'est ça, que c'est t'aurais. ça, C'est là-dessus. c'est Mais ça. est-ce que c'est une fin en soi? Parce que, tu sais, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, je pense qu'on a un parcours qui est assez similaire. Tu sais, tu as des gens qui vont être là pour briller en tant Mhm. que combattant, et t'en as qui vont être là pour briller sur d'autres sphères, d'autres choses. Et le coaching en fait partie. C'est-à-dire que, on le dit souvent, nous, en plus sur la chaîne, les meilleurs coachs sont pas forcément ceux qui ont été les meilleurs combattants. Tu vois, le fait que effectivement, ta carrière en tant que combattant t'a amené même en tant que rappeur, tu l'as dit toi-même, Mhm. t'as charbonné, tu t'es entraîné, t'as observé, t'as appris, tu t'es nourri de plein de gens, tu sais, qui t'ont permis même si à la base, t'étais pas celui qui était déterminé ou prédéterminé plutôt à devenir le meilleur, c'est-à-dire c'est naturel chez toi, tu vas rouler sur tout le monde, que ça soit dans une branche ou dans une autre, mais le fait d'avoir bossé et d'avoir été acharné, t'as tellement nourri qu'aujourd'hui, ça te fait de toi peut-être un des meilleurs coachs qu'il y a aujourd'hui sur la scène française. Tu vois, par exemple, sur le MMA. Est-ce que, tu vois, t'es pas plus amené, en fait, à briller par cette casquette-là que par la casquette de combattant, tu vois? Peut-être. On me dit des fois, je suis un peu trop humble aussi par rapport à pas mal de choses. L'ego, c'est pas forcément ce qui me caractérise le plus. Donc, en tant que combattant, c'était pas. Quand on est un combattant, on a besoin d'avoir cette grosse part d'ego, je pense. C'est peut-être ça aussi qui a pu me manquer, mais c'est vrai que je me sens plus à l'aise et j'aime ce rôle en tout cas de coach, de guide et de permettre aux autres en tout cas de se réaliser. C'est quelque chose qui me correspond mieux. Oui. Ouais, tu vois, après, c'est des chemins. Tu vois, et puis après, des fois, tu en prends conscience peut-être plus tard. Tu vois, moi, personnellement, j'ai toujours su que je serais plus. J'avais plus l'âme de quelqu'un qui voulait transmettre que de quelqu'un qui voulait me mettre en avant et aller combattre. Tu vois, quand tout le monde veut être dans la police, moi, je voulais être formateur. Tu vois, Mm. je voulais les entraîner. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, des fois, ça se révèle tôt, des fois, ça se révèle sur le tard. Mais je pense il y a vraiment quelque chose, tu sais, comme ça, qui est au fond de toi et qui t'anime. Et je pense que c'est pour ça que naturellement, t'as été là-dessus. D'ailleurs, c'est quoi ta motivation, ta principale motivation, ou la motivation que tu avais à la base quand tu as décidé de commencer à enseigner? C'était quoi tes premières motivations? C'était de partager et rendre un peu de ce que ce sport m'a apporté. J'ai commencé le MMA à un moment où j'aurais pu peut-être mal tourner. J'ai fait des choix dans la vie qui n'étaient pas forcément les plus judicieux. Et ce sport, le fait de m'accrocher à cette discipline, le fait d'avoir pu avoir à ce moment-là un coach comme Cyril qui m'a aiguillé dans ce sens-là de la vie, me dire que non, grâce à ça, là, aujourd'hui, bah, j'ai pu devenir autre chose. J'ai pu devenir autre chose, j'ai pu prendre un virage qui m'a évité de foncer dans certains murs. Et aujourd'hui encore, ce choix-là, je ne le regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, bah, déjà, on est là en train de parler, toi et moi, de ce que je fais. Aujourd'hui, tout ce que je fais, je gagne ma vie par rapport à ce choix, par rapport au sport auquel je me suis accroché. Et Fighting Beat, c'est né de cette démarche-là aussi de dire, bah, moi, ça m'a aidé. Comment on peut aider les autres? Comment on peut partager ça? Et en vrai, c'est un sport de fou qu'on fait. C'est un truc, ça fait des rencontres. Tu peux rencontrer des gens, tu peux changer ta vie, changer la vie des gens qui t'entourent. Donc, tous ces trucs-là qui sont liés à ce sport, eh bien, voilà, j'avais envie de les partager et d'en faire bénéficier un maximum de personnes. Et c'est dans cette démarche-là, en fait, que j'ai développé le club. Ouais, pour rendre la chance qu'on t'a donnée à l'époque, la C'est ça, confiance qu'on t'a apportée. c'est ça. Ouais, c'est marrant parce que, tu vois, moi, de mon côté, c'est un peu similaire, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que moi, je vais pas faire un gangster que je ne suis pas. Parce que j'ai pas mal tourné dans ma vie ou quoi que ce soit. Mais par contre,
Et ayant grandi à Saint-Ouen, j'ai eu des amis qui, eux, ont mal tourné. Et moi, tu vois, j'étais plutôt le pendant inverse, c'est-à-dire Mm. de faire quelque chose qui permettait en fait d'aider des gens à avoir une autre solution, tu vois, d'autres perspectives. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait de toi un coach peut-être plus humain et qui va, parce que je sais qu'on en parlait tout à l'heure en off, ton équipe, mon équipe, c'est un peu similaire. C'est un peu une grande, je vais pas dire famille. J'aime pas employer le mot famille Mm. parce que, Famille, on choisit pas. tu vois, je suis pas le père de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et comme toi, je pense pas que tu sois le père de tes élèves non plus. Non, Tu vois, non. je pense que quand tu te mets dans une position de père, il y a une position qui est un peu, qui peut être un peu malsaine. Tu vois, mais en tout cas, c'est une équipe qui est très soudée. Tu vois, il y a vraiment quelque chose où chaque personne est contente de venir à l'entraînement pour retrouver les autres personnes de l'équipe et la dynamique qui est mise en pardon, qui est mise en place, c'est toi qui la met. C'est les gens qui sont à ton image, tu vois. Et je pense que le fait d'avoir un véritable objectif qui n'est pas, et tu vois, et c'est marrant parce que j'y réfléchissais tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai écouté ton interview sur la bagarre média pour me nourrir avant ça, de ce que je comprenais, tu vois, c'est que, tu vois, il n'y avait jamais cette notion de performance, tu sais, qui ressortait en premier plan. Et je pense que quand tu es seulement axé sur la performance et le fait de vouloir amener absolument un combattant à l'UFC ou à la DCC ou ceci Mm. ou cela, je pense que tu vas sur la mauvaise voie. Quand tu es dans cet objectif d'accompagner des gens, de leur donner une chance, parce que il y a un truc que tu as dit, c'est un peu long ce tunnel, mais c'est pas grave, que tu as dit dans l'autre interview et qui m'a beaucoup parlé. Tu sais, tu disais, quand quelqu'un vient à la salle, tu sais pas toujours qui va performer à la fin. Mais Mm. si tu laisses pas la chance à quelqu'un qui est peut-être pas bon à la base, Ouais, encore, ouais, que tu ouais. ressens pas bon à la base, tu sais, et si tu lui laisses pas cette chance et si tu l'accompagnes pas, tu pourras jamais révéler son vrai potentiel. Tu vois? Et je pense que c'est ça qui fait de toi aussi un bon club enfin un bon coach dans un bon club et un club où les gens se sentent bien. C'est pour ça que tu dis 50 personnes dans une salle qui en contient 20. C'est parce que justement, tu es sur cette logique. C'est ça, c'est ce qu'il faut transmettre avant tout. Je pense que c'est l'amour du sport, l'amour de la discipline. Savoir pourquoi on fait ça, la comprendre, l'apprivoiser, tout ça. Et après, chacun donner à la possibilité, voilà, à chacun de pouvoir se révéler avec ses armes, avec sa physionomie, sa façon de penser, sa façon de bouger. Tout ça, il y a une partie d'équipe, certes, mais il y a beaucoup d'individualité là-dedans. Et si tu laisses pas les individualités se révéler, c'est un peu comme les super-héros, en vrai. Les Avengers, ils ont chacun leur truc. Il y en a qui Mhm. vont être forts dans certains domaines, il y en a qui vont être mauvais dans d'autres. Mais chacun apporte à l'équipe. Chacun apporte à l'équipe. Et pour ça, il faut donner à chacun la possibilité de faire ce qu'il peut faire. De pas créer des clones, tu vois. Et c'est pour Ça, ça ah ouais, d'ailleurs, certainement pas. Certainement ah pas. oui, c'est pour ça, c'est ce qu'on dit que les grands combattants ne sont pas forcément des grands coachs parce qu'en général, ils essaient de donner une recette qui a fonctionné pour eux et Mm. de la transposer à tout le monde en disant si ça a marché pour moi, ça marchera pour tout le monde, Ouais, ouais. tu vois. Et je pense pas que tu sois comme ça. Enfin, je sais pas que je pense pas, parce que je sais que t'es pas comme ça. Non, mais Ne, tu regardes un peu comment Modibo il combat, tu regardes comment Rémi il combat, tu regardes comment Samba il combat, tu regardes comme les autres amateurs qui émergent là, ils combattent, ils ont chacun leur truc. C'est chacun vraiment développe ses forces, ses facultés. Et puis après, je reste axé sur des principes. Je pense qu'il y a certains principes qui doivent pas changer, ouais, certains concepts aussi. Mais après, libre à chacun de mettre, et je leur ordonne de mettre de leur personnalité dans ça, de s'accaparer la technique et de la ressortir en gardant les concepts, mais avec leur personnalité. ouais, t'as les grandes lignes, tu vois, C'est t'as ça. le solfège, et puis C'est après, ça. t'as le côté, tu vois, ce que tu vas faire autour de tout ça, tu vois, comment tu vas apporter ta patte à tout ça, tu vois. C'est ça. Donc, donc c'est cool. Et en plus de ça, tu as eu cette humilité, tu sais, d'aller, parce que tu l'as dit, tu viens de la boxe anglaise à la base. Donc, Mhm. cette humilité d'aller chercher enfin, les autres disciplines, d'aller te confronter à ces autres disciplines et d'y passer le temps qu'il faut pour aussi pouvoir combler bah, les manques que tu avais à l'origine, que tu n'as plus Bien sûr. aujourd'hui. Parce que voilà, aujourd'hui, je crois, si je me trompe pas, je sais que tu as eu ta ceinture noire de jiu-jitsu brésilien à la Ouais. MK il y a pas longtemps, mais je crois que Ouais. avant ça, tu avais eu ta ceinture noire de lutte à livrer aussi. Non, à l'inverse, j'ai eu d'abord la ceinture noire JJB et D'accord, ensuite j'ai ouais. eu ma ceinture noire de lutte à livrer. Et c'est vrai, la démarche aussi, elle était là. Il fallait aller chercher la, la, la connaissance là où elle était. Donc je me suis vraiment mis dans le jiu-jitsu brésilien.
dans la lutte à livrer aussi. Et j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs. Et pareil, voilà, il fallait aller au bout de la démarche. Aujourd'hui, voilà, je suis ceinture noire. C'est un petit accomplissement. C'est une validation, en tout cas, de toutes ces années de travail. Et c'est une discipline que j'ai beaucoup aimée, au point d'en faire un événement, le roll-up. Et vous avez été le premier à l'époque à en parler. Tatami Connexion, vous étiez caché, vous étiez secret, on ne savait pas qui vous étiez. Exactement, c'est vrai qu'à la base, on ne savait pas. Et voilà, et ça partait aussi de cette démarche-là. Je dis, waouh, j'ai vraiment découvert quelque chose de cool. Regardez tout ce que ces gars, ils sont capables de quoi les gars sont capables de faire, en fait. Et j'ai eu beaucoup de respect, en tout cas, pour les pratiquants de Jiu-Jitsu, les pratiquants de Nogi, parce que, pareil, ils m'ont rendu humble. Il fallait, voilà, la force, ça suffit pas. Il faut de la technique, il faut de l'apprentissage, il faut du temps, en tout cas. Et le roll-up, c'était aussi rendre hommage à tout ça. Je pense que tu as lu mes questions à l'avance parce que tu sais, tu me fais des passe-plats depuis tout à l'heure. En fait, tu anticipes la question d'après. C'est fou. Hein. Tu lis dans mes pensées. Mais déjà, avant de parler du roll-up, ouais, en fait, c'est ce que je voulais dire sur tes ceintures, c'est qu'en plus, t'as pas eu, tu vois, on t'a pas facilité l'accès. Enfin, tu vois, quand tu parles de bons clubs, c'est pas des clubs qui, parce que tu étais coach, parce que tu étais combattant, t'ont donné, tu sais, des ceintures trop rapidement. Parce que ça fait maintenant. Ouais, non, mais je te jure, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on se connaît, toi et moi aussi. Ouais. Donc finalement, je sais pas quand est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois, je m'en souviens plus, mais je sais que maintenant, ça fait quelques bonnes années quand même. Et moi, j'ai suivi, tu sais, j'ai la chance de suivre à distance, tu sais, ton évolution, comme j'ai fait la mienne aussi, tu vois, de mon côté, mais ceinture après ceinture. Tu sais, et de te voir évoluer ceinture après ceinture. On s'est suivi en compétition, je t'ai vu combattre, en grappling et tout ça. J'ai vu les challenges que tu t'es mis quand tu combattais avec les poids lourds alors que tu n'en étais pas. Tu vois. Ouais, c'était ça la démarche. Il faut aller au charbon, il faut aller dans la boue. C'est ça. Et avec de la réussite parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que donc tu combattais en plus de 100 kilos des fois et que tu allais chercher les premières places dans ces catégories-là. Donc un style relou d'ailleurs, style de lutteur très puissant. Je sais, on a assez tourné ensemble pour que je le sache. C'est dur de te bouger. C'est très dur de te bouger. Mais les fondamentaux, ils sont bien là et ils ont été bien acquis et bien pris. Et franchement, c'est top. Moi, j'adore à chaque fois qu'on peut tourner ensemble. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a tourné ensemble, c'était chez Mathieu, je crois, sur un de ses open mat. Ouais, open mat, ouais. Ouais. Quand tu revenais de ta blessure d'ailleurs. Ouais. C'est parce que bon, ton genou, effectivement. J'étais là ce jour-là et franchement, tu sais, voilà, ça aussi, on voit le courage de quelqu'un au travers de la blessure. Quand on a une blessure, c'est ceux qui vont faire les Neymar et qui vont rouler sur tout un tapis. Et on sait ceux qui ont le sang-froid et qui ont du mental. Et croyez-moi, Malik Sylla, il a du sang-froid et du mental parce que c'était quoi? Rupture du tendon rotulien, c'est ça? Tendon rotulien, ouais. Ouais. Voilà, j'étais là ce jour-là. Ouais. Voilà. Et honnêtement, il y en a plus d'un qui aurait juste pu tourner de l'œil juste en la voyant. Parce que franchement, ton genou, il était dans un état, mon vieux. Laisse tomber. Laisse tomber. On racontera pas le contexte. Je pouvais pas pleurer. Tu pouvais pas. Ah, je pouvais pas pleurer. Ah ouais. On racontera pas le contexte non plus parce que c'était pas. C'était une autre époque. C'était une autre époque. C'était une époque. L'humanité va s'en rappeler longtemps, mais ouais, c'était. Voilà. Elle était entre parenthèses, l'humanité à ce moment-là. C'est ça, exactement. Donc voilà. Et le roll-up, tu vois, tu parles du roll-up et franchement, c'est bien qu'on en parle parce que c'est un événement que nous, comme tu as dit, hein, dès le premier, on était là. Déjà parce que il fallait donner de la force pour cet événement qui était un des premiers événements en sub-only sur la scène française. T'avais comme seul concurrent, et encore sur une seule année, c'était le submission de Hakim Haït. Ouais. Tu vois, il était l'un des premiers qui avait été fait, il me semble. C'était dans un théâtre, c'était les gars avec Arrache, tout ça. Ils avaient fait ça dans un cinéma, je crois, ou un truc comme ça. Où ils avaient ramené Philippe Pépéna qui avait combattu contre Monin et tout ça. Ouais. C'était Comment même pas il s'appelait cet événement comme ça. Je sais plus. À l'époque, ils avaient fait ça. Et puis après, il y a eu Submission de Hakim Haït, auquel j'avais été aussi. Mais moi, mon inspiration pour le roll-up, c'était Métamoris. Oui. Ouais. Vraiment. Feu Métamoris. Feu Métamoris.
Exactement. Mais enfin nous on avait kiffé tout de suite le concept en plus avec DJ, musique et tout ça, la Ouais, scène, le grand écran. Enfin voilà, c'était bien fait. Tu vois, on sent, tu vois, c'est là où on sent quand même qu'il y a eu, tu sais, ta vie est partagée entre le monde du rap et donc de l'entertainment et le monde des arts martiaux où tu as arrivé avec cet événement-là à mixer les deux et en faire quelque chose où c'était vraiment une soirée spectacle, tu vois. Et ouais, c'était c'était vraiment bien fait. important vraiment de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose à mon image aussi ou à l'image du club. C'est ça aussi Fighting Beat. Fighting Beat, c'est le combat, c'est le rythme, c'est la musique, c'est ça aussi. Donc le roll-up, ça s'inscrit dans cette démarche-là. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'était top. Et en plus, ça a su évoluer et faire évoluer la mentalité des combattants sur ce type d'événement. Le fait que tu n'en aies pas fait qu'un seul, comme ça a été le cas Ouais, pour les autres événements, tu sais, moi j'ai vu l'évolution au fur et à mesure du temps. Tu sais, entre le premier événement, on était encore dans cette logique de points, où dès que quelqu'un mhm, se faisait passer la garde, t'avais dans le public les mecs qui étaient là, ah, t'as perdu, mhm, tu te fais passer la garde, tu sais, où les gens, ils osaient pas se lancer ouais, sur le côté soumission. Et derrière, au fur et à mesure du temps, en fait, les gens se sont pris au jeu et sont rentrés de plus en plus dans cette logique de dire je me fais passer la garde ou on prend la montée, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que moi, je cherche à soumettre mon adversaire. ça. Et je pense que ça joue aussi avec le matchmaking, tu vois, qui a été fait. Alors, je sais que c'est pas toujours évident de faire du matchmaking pour ce genre d'événement, mais comment toi, tu t'arrivais à trouver, tu sais, Moi, le bon chemin, tu j'allais dans vois. les compétitions. Je me rendais aux compétitions. Clairement, j'allais voir les compétitions. Je regardais qui faisait les podiums. Je tournais dans pas mal de salles aussi. Et dès que je voyais un profil qui était intéressant, bah, je disais, OK, toi, voilà, j'ai organisé un événement, ça s'appelle le Roll-Up et tout. Voilà. Et après, sur les deux derniers, j'ai été aidé par Willy, qui était encore, lui, dans les compétitions. Et voilà, qui était plus proche, qui était vraiment encore dans les tatamis, tout ça, alors que moi, le MMA, ça commençait à prendre un peu plus de temps, donc j'étais moins présent sur ces événements-là. Mais sur les trois premières éditions, j'ai fait le matchmaking et je contactais Lou Bersan, Thomas Lou Bersan, j'ai contacté Samuel Monin, j'ai contacté vraiment tous les noms du JB que je connaissais pas forcément personnellement. Et voilà, j'essaie de développer ça. Il y avait des médias aussi à l'époque qui étaient, notamment JITS, qui nous avaient accompagnés, qui nous ont Hmm. fait confiance. La marque aussi Clean Hugs, pareil, ils nous ont fait confiance sur ce truc-là. Donc c'était vraiment un truc, il n'y avait pas d'histoire d'argent et pas d'histoire de. Je sais pas, c'était vraiment au feeling. Les gens ont donné de la force. Il y avait entre 800 et 1000 personnes sur les événements. C'était ouf, quoi. Mhm. C'était ouf. Et c'était que du JJB. C'était que du JJB et du Guy, no Guy. Donc, vraiment, on a vécu un truc spécial avec le roll-up. Et si je n'ai pas encore remis, là, il y a eu 2 ans où il n'y a pas eu de roll-up, c'est parce que certaines conditions n'étaient pas réunies. Je voulais pas faire l'événement juste pour voilà, le lancer. Mais, euh, mais sachez que c'est dans les tuyaux et que on va revenir avec un roll-up énervé. Voilà, là, tu vois, ça me fait plaisir parce que justement, c'était une des questions que j'allais te poser. C'était de savoir si, il y en aurait d'autres. Alors, je sais que Bien tu es sur sûr. plein de projets, donc je me doute que c'est pas toujours évident d'être au four et au moulin, tu vois. Mais c'est vraiment, tu vois, le type d'événement qui me fait kiffer. Tu vois, c'était notre rendez-vous annuel où Ouais, on venait. En plus, moi, j'ai été des deux côtés de la barrière, c'est-à-dire que j'étais dans le public au début et puis après en tant que coach, puisque d'accord. j'ai Coach, ouais. Kader qui a combattu 2 fois, j'ai Isabelle qui a combattu aussi, donc j'ai vu aussi les coulisses et à quel point c'était bien organisé aussi, parce qu'on a fait assez d'événements pour savoir quand quelque chose est bien organisé ou pas bien organisé. C'était bien organisé. Et les combattants, ils prenaient plaisir, tu sais, à faire cet Ouais, c'est ça. Moi, événement-là. c'était important pour moi aussi, hein, surtout ce retour-là des combattants, se dire, waouh, mais attends, mais vous nous traitez vraiment comme ça et tout? Bah, c'est la moindre des choses, les gars. C'est vous un peu les héros de l'événement. C'est ça, vous n'êtes pas juste euh, des faire-valoir, enfin, ou la chair à canon, tout ça. Vous venez, et si vous prenez du plaisir chez nous, bah, c'est cool. Continuez. Ouais. Et ça se ressentait vraiment. Et d'ailleurs, tu as déjà, est-ce que tu vas continuer sur la même formule ou est-ce que tu as des idées pour la rendre encore plus, peut-être plus,
Efficace. Parce que je dis efficace parce que tu sais, c'est efficace. Quand je dis efficace, c'est pas dans l'organisation parce que, comme je te dis, ça roulait, les combats ils suivaient. Esthétiquement, c'était super. Mais dans le côté peut-être Pour l'expérience publique, l'expérience expérience publique et surtout pour inciter les combattants parce que vu que là justement il y a eu des années où on est sorti de ce côté sub-only, même s'il y a des compétitions aujourd'hui avec le type un peu ADCC avec une première partie sans points, une deuxième partie avec points, mais pour les inciter en fait à aller chercher la soumission, tu vois. Je pense déjà on a innové sur un point, c'était le submission bet. C'était de se dire, voilà, moi, si je te mets un triangle, je double ma prime. Et là encore, on a été les premiers à proposer ce truc-là. Donc, ouais, je pense qu'il y a des choses peut-être à améliorer. Et on m'avait fait quelques retours déjà en termes du timing. C'est pour ça on était passé de 10 minutes à 8 minutes sur les combats. Et puis après, en 2 fois 1 minute sur la position de soumission pour limiter un peu les matchs nuls. On a été vraiment chercher des profils un peu spéciaux, notamment les frères Younoussov, que personne ne connaissait à l'époque, mais qui sont aujourd'hui des stars du MMA, clairement. MMA en tout cas en France. Et on a été les premiers à les faire combattre dans cette formule-là. Et on a Yves Landu aussi qui a combattu. Pas uniquement des profils de MMA, mais voilà, on a le frère de Abdul Abouagimov aussi qui a combattu chez nous. Donc vraiment, le fait d'aller chercher des profils, le fait d'aller chercher des combattants qui, eux, jouent le jeu un peu du sub-only, du spectacle et tout, ça aussi, c'est une des forces du roll-up. Et là, on surveille en tout cas ce qui se passe dans les compétitions, dans les tournois, et que ce soit sur le MMA ou sur le Nogi ou le JJB. Ouais. Et ce que j'aimais aussi, c'est que tu laissais aussi sa chance à des combattants qui débutaient. D'ailleurs, on a vu les premiers pas aussi de Samba, hein. Ouais, Samba Sima, donc, qui avait fait le roll-up dans les premiers matchs, dans les matchs justement où c'était les combattants les moins expérimentés. Et pourtant, c'était pas forcément les combats les moins intéressants parce qu'il avait fait à son image, hein, à rouler dans tous les sens et tout. Moi, je me souviens de Samba à l'époque. Il est peut-être un peu plus codifié maintenant, enfin tu sais, avec un peu plus d'expérience, mais à l'époque, quand il était venu même sur un de mes open mat, il tournait dans tous les sens, il sautait dans tous les sens, c'était une vraie pile à l'époque. Enfin, ça allait toujours, tu vois, mais c'était ouf. Et ce combat-là qu'il avait fait, il était exceptionnel, il y avait des attaques dans tous les sens. Ouais, franchement, c'était super intéressant et j'aimais bien cette idée de ne pas choisir aussi que des gens célèbres, on va dire, du jiu-jitsu français, mais plus aussi de laisser cette chance à des jeunes de pouvoir se faire une première expérience sur des gros événements comme ça, tu vois. Ouais, l'idée, c'était de montrer aussi les talents émergents, déjà du club Fighting Beat et d'autres, parce qu'il a affronté un jeune à l'époque de la team Magnum, qui était bon aussi. Donc, c'était ça. Après, on a eu d'autres membres du club. Il y avait Rémi qui a combattu, Younes aussi, Hakim à l'époque qui était chez nous. Donc, vraiment, l'idée, c'était de proposer... voilà, regardez, on a des petites pépites en devenir et on ne s'est pas trompé, en tout cas sur Samba, sur les frères Younoussov et sur les prochains qui vont arriver, on va tâcher aussi de faire des bons choix. Je te fais une petite proposition. Qu'est-ce que tu penses de l'ère de combat, tu sais, du karaté combat pour cet événement? Est-ce que tu penses que c'est visuel ou pas? C'est toi qui lis dans l'esprit des gens. Bien sûr que c'est une ère de combat qui est à l'étude pour le prochain roll-up. Ce côté incurvé, tout ça, qui évite aux gens de s'enfuir. Là, tu vas aller nulle part. Tu vas pas rouler. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça, parce qu'on a vu plein de combats. Et puis même la dangerosité, c'est de tomber de la plateforme, tu vois. Ouais, la plateforme et tout, bien sûr. Donc ouais, tout ça, c'est à l'étude. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est pas mal. Après, il faut arriver à caler ça avec le public parce que la plateforme, forcément, elle est en profondeur. Ouais, en tout cas, cette plateforme-là. Donc que les gens puissent. Qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, tu vois. Bien sûr. Mais en tout cas, ouais, c'est une plateforme qui est intéressante. Et si tu fais ça, tu serais le premier à faire ça en France. Donc, alors, j'ai vu ça où il y a eu un événement de JJB à Lyon. Je crois qu'il y a une école, une académie de Jiu-Jitsu. Ils avaient proposé ça il y a quelques mois d'ailleurs. Et j'ai vu ça aussi. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, en effet, le karaté combat, plus ça, là, ça a l'air top. Mais on va pas tout dire. On va pas tout dire maintenant.
Ah non, 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 ah non, 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 jamais de la vie. Enfin, tu me diras pas ça en on, tu me diras ça en off, voilà. J'aurais aimé. Ouais. Non, je veux aussi de la Ah, surprise. Non, non, tu sais quoi? Je veux même pas savoir parce que en vrai de vrai, je veux arriver et prendre une claque. Donc, et si jamais tu as on prévu ce genre de choses, tu vois. Moi, je a veux prévu pas, des petites surprises. voilà, je veux pas être spoilé. Je veux prendre une claque et me faire, ah oui, il a mis du temps à revenir, mais il est bien revenu. Ah, c'est Mais tu vois, l'objectif, c'est de revenir fort. c'est ça. Et c'est ton côté entrepreneur, en fait, finalement, tu vois, d'arriver à faire ce genre de choses. Parce que on a dit, tu as plusieurs casquettes. Et dans les casquettes, tu as t'as la casquette entrepreneur. Donc, tu as ouvert un salon de coiffure. Tu as une marque, Bagarvi. Tu C'est ça. as fait du coaching en boxe. Et visiblement, c'est quelque chose que tu veux aussi étendre, revenir à tes Ouais, premières amours avec le côté boxe anglaise. c'est ça. Euh, la question, c'est déjà tout ça. Donc c'est des choses qui te passionnent. Ça, le monde de l'entrepreneuriat, je pense que ça te passionne. Mais tu l'as fait pour toi parce que tu veux multiplier, parce que tu prends du plaisir à tout ça, ou est-ce que c'est parce que, étant donné que on en a parlé en off, tu vois, tu veux pas encore faire de ta vie financière le MMA en tant que coaching, tu vois, enfin en tant que coach, est-ce que c'est un moyen de faire rentrer de l'argent, ce qui peut te laisser en fait les mains libres, tu vois, pour aller continuer à donner tes cours et faire évoluer tes élèves? Bon, tout ça en plus d'être bien coiffé, parce que le salon de coiffure, voilà, c'est un accès complet à la bogossitude quotidienne, tu vois, t'es C'est pas... ça. Et Donc, encore, tu vois, je ne vais pas enlever ma casquette, mais il faudrait que je retourne. Tu vois, la barbe, là, c'est pas ouf. Hein. ouais, j'avoue, je pensais que les contours seraient mieux faits quand même. Ouais, mais c'est comme les cordonniers, les coiffeurs sont souvent les moins bien coiffés. Mais oui, en vrai, le barbeur, la marque Bagarvi et les activités de coaching qu'il y a à côté, qui sont rémunératrices, c'est aussi un moyen d'aller vers les gens. Quand tu ouvres un barbershop, bah, c'est faire du bien aux gens quelque part. C'est que le coiffeur, le barbeur, c'est quelqu'un qui peut modifier ton apparence sans rentrer dans la chirurgie. Et on a eu plein de clients qui viennent au salon, The Cut Barber and Shop à Rueil-Malmaison, qui repartent, ils sont heureux, tu vois. Ils se disent, Ouah, tu m'as égayé ma journée, tu m'as changé et tout. Grâce à toi, regarde, j'arrivais, j'étais un ours mal léché, et là, je repars, je suis un petit beau gosse. Donc ça, c'est important, c'est intéressant aussi d'aider les gens de cette manière-là. Les coachings, c'est faire du bien aux gens aussi. Quelqu'un qui arrive et qui apprend une nouvelle technique, qui transforme son corps et qui parvient aussi à sortir, voilà, qui a la tête pleine de choses. Après sa séance de boxe, il est bien. Bagarvi, c'est assez explicite. Bagarvi, c'est pas juste le combat, c'est sortir de sa condition, tout ça, et ça résume aussi mon envie. Pourquoi aussi je suis rentré dans l'entrepreneuriat, c'est bah, t'as parlé, t'as utilisé le mot, liberté, être libre de pouvoir faire ce que je veux, c'est ça. Le MMA, je ne l'ai fait pas parce que, enfin, le MMA peut t'amener à ça, peut t'amener à la liberté si tu performes en tant que combattant, en tant que structure, tout ça, tu peux atteindre certaines choses. Mais j'ai voulu me détacher de ça. C'est pas le MMA qui me fait vivre aujourd'hui, pas directement. C'est mes activités de consultant, mes activités d'entrepreneur, mes activités de coach. Mais de pas de se dire, bah putain, c'est à cause, c'est grâce à ça, enfin, c'est le MMA qui doit me faire vivre. Bah, ça me permet d'avoir du recul sur ça. J'ai du recul sur ça et je peux être libre d'expérimenter des choses et de travailler avec. Je suis pas dans l'urgence. Je suis pas dans l'urgence du temps, de la performance, du résultat. Mais d'abord dans l'enseignement de la discipline. Hmm. On est d'accord. On est d'accord. Et d'ailleurs, parce que là, ton club qui est donc un club de quartier à la base, le Fighting Beat, ça a toujours été un objectif pour toi de le faire monter à ce niveau-là? C'est-à-dire aujourd'hui où tu es dans les discussions des clubs, tu vois, qui comptent pour le MMA amateur et professionnel, enfin début professionnel, parce que là tu commences à avoir quelques combattants pro, là où tu avec Rémi à l'époque, ou est-ce que ça a toujours été un objectif de le faire évoluer dans ce sens? L'objectif, c'était de durer déjà, de faire ça le plus longtemps possible. Ça fait 10 ans que le club existe. Et en commençant, j'ai dit aux gars, je dis les gars, il faut 10 ans pour faire un champion. Ça prend 10 ans, je vous le dis, ça prend 10 ans pour faire un champion. Un champion, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable bah d'être dans l'autonomie, de l'entraînement, de la stratégie, de comprendre un peu enfin, de comprendre tout, comprendre pourquoi on fait tout ça.
ça prend une dizaine d'années. Euh, et on est dans ce timing-là. Maintenant, les méthodes d'enseignement, les méthodes d'entraînement, la salle a évolué, tous ces trucs-là. Maintenant, on est sur différents sites. Avant, on avait une petite salle dans laquelle on devait installer les tapis et enlever les tapis. On la gardait toujours, mais on est un peu mieux loti aujourd'hui. Et peut-être qu'on peut gratter 2-3 ans là-dessus et fournir une nouvelle génération de champions, de combattants. Mais déjà, si tu arrives à sortir un champion, et il y a combien de salles de MMA autour de nous, tu en connais combien? Et combien tu en connais avec des champions déjà qui ont leur champion, que ce soit un champion de France, peu importe, mais qui performent sur la durée. Et c'est ça le truc, c'est de pouvoir s'installer dans la durée et montrer que c'est pas de la chance, montrer que cette méthodologie-là qu'on a mis en place depuis des années, il y a pas un coup, c'est pas un coup de chance. C'est, regardez, on a fait une année, la deuxième année de suite, Samba qui est champion de France, qui est double champion de France, qui va au monde, qui fait un podium, qui retourne, qui fait un autre podium, c'est pas de la chance. C'est vraiment du travail et de la méthodologie, tout ça. Modibo qui arrive sans compter son handicap, parce que ça c'est autre chose encore, et qui performe chez les amateurs, qui prend une ceinture, qui arrive chez les pros, qui fait une performance comme il a fait à la RES, compte tenu de l'adversaire qu'on lui a mis. Pareil, le parcours de Rémi, qui n'est pas encore récompensé chez les professionnels, mais ce qu'il a fait chez les amateurs, pareil, avec ses atouts à lui, il a pu faire ce qu'il a fait. Et il y en a d'autres là qui arrivent. Donc, j'ai parlé d'eux parce que ils sont avec moi depuis longtemps. Donc il y en a d'autres qui arrivent et certains qui sont plus doués que les trois noms que je viens de citer. Mais on va pas trop s'avancer. Là encore, il faut voilà, c'est que du travail et de la méthodologie et de l'expérimentation et de la mise en valeur. Mais c'est ça, parce que comme tu dis, tu peux avoir un coup de chance. C'est une pépite qui va arriver chez toi, et en fait, peu importe où elle serait arrivée, elle aurait performé. Ouais. Tu vois, c'est ça, on a plein d'exemples, hein, de toute façon. Ce qu'il faut, c'est après, effectivement, tu l'as dit, la méthodologie, la manière de faire pour montrer que la recette est bonne, tu vois. Exactement, c'est exactement ça. D'ailleurs, je le dis souvent, hein, quand tu vas dans un club, il faut que tu regardes le niveau des élèves, tu vois, plus que le niveau du prof. Mais quand je dis des élèves, c'est pas d'un élève. Tu vois, c'est pas se dire je vais dans cette salle parce qu'il y a telle personne. Je vais dans cette salle parce qu'il y a lui qui performe. Et ce que tu disais aussi, c'est-à-dire que tu as des clubs qui sont connus, qui ont amené des champions hauts, mais qui ne les ont pas formés depuis la base. Ouais. Tu vois, qui les ont récupérés après. Pour moi, il y a ça aussi. Importance aussi. Cet aspect-là, ça a son importance. Donc, d'ailleurs, j'entendais aussi, toujours sur ton interview sur la bagarre, où tu te disais que tu avais aussi cette présence d'esprit de dire que si un jour tu avais quelqu'un qui était à un niveau où toi tu ne pouvais plus le suivre, que tu accepterais de partager en fait cet élève pour justement lui donner la chance d'aller plus haut. Ça aussi, c'est une belle preuve de lucidité. Ça veut dire que tu vois, encore une fois, la couverture, tu la tires pas à toi, tu fais en sorte que ton élève puisse lui aller au mieux, au plus haut, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est très important ça, d'être suffisamment lucide et responsable, de se dire là j'ai fait ce que je pouvais faire. Maintenant aussi, ça fait partie de la responsabilité aussi de l'élève, de se dire là j'ai atteint peut-être un plafond, atteint un niveau. Je vais voir qu'est-ce qui peut. Je regardais ailleurs. S'il y a un apprentissage, s'il y a quelque chose à apprendre encore. Il ne s'agit pas de se dire vas-y, la suis, il est claqué ou c'est plus un bon coach. C'est ok, il m'a transmis ce qu'il pouvait me transmettre. Comment je peux me complémenter ce que j'ai déjà. Et cette démarche-là, elle s'inscrit dans ça. Ouais. Après, attention aux élèves quand même qui très rapidement, tu sais, estiment avoir tout appris. Alors que c'est pas toujours le cas. Tu sais, on est dans la culture de la consommation. Ah, mais c'est clair. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et là encore, c'est un apprentissage de Cyril, c'est que au bout d'un moment, faut pas te fatiguer. Franchement, si ton élève, il commence il faut parler avec les gens, mais au bout d'un moment, déjà sur la motivation, tu peux pas le vouloir plus que ton élève.
Si c'est toi qui es obligé d'appeler ton élève, c'est toi qui es obligé de dire ah, il y a ça comme entraînement, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, tu vas te fatiguer. Si tu veux transmettre quelque chose à quelqu'un et comme tu dis, qui pense déjà savoir, il va plus rien apprendre. Il va plus rien apprendre. Donc ça sert à rien de te fatiguer avec des ouais mais regarde ceux qui discutent ou qui commencent à remettre en question entre guillemets, ton apprentissage. Des fois, il faut challenger son coach. Il faut coacher entraîner son entraîneur. Dans certains ouvrages, on parle de ça. Mais il faut que ça soit fait de manière intelligente. Il faut aussi quand tu penses, entre guillemets, mieux savoir, bah, démontre que tu sais et que tu es capable même de rajouter quelque chose à l'enseignement, à la technique. Et après, on peut discuter. Mais sinon, si c'est juste une histoire d'ego, bah, te fatigue pas. Hein. Te fatigue pas. Il y a d'autres personnes, il faut être présent pour ceux qui sont là et qui ont envie d'apprendre. Celui qui n'a pas envie d'apprendre, te fatigue pas avec lui, vraiment. On est complètement d'accord là-dessus. On est complètement d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, encore un message à passer aux élèves. Tu sais, être talentueux, c'est une chose, ça remplace jamais le travail. On Ah, en mais a c'est ça. vu, sûrement t'en as vu aussi, toi, des gens qui arrivent où tu te dis, ouah, lui, il peut aller vraiment très loin et en fait, Ouais, il va ouais. nulle part parce que justement, il travaille pas. Donc, Bah, rien ne remplace le travail. moi, ça m'impressionne plus ces trucs-là de ouah, tu vois un mec qui est fort, tu vois un mec qui est doué. Et ce qui va compter, c'est la régularité. Est-ce qu'il est là à l'entraînement, à l'heure? Est-ce qu'il est à l'écoute? Est-ce qu'il est coachable? Tous ces trucs-là. Ça, c'est des données qui valent plus cher que le talent. Le talent, il y a beaucoup de gens qui sont talentueux. Mais voilà, ce qui va faire la différence, c'est ça. C'est ton engagement, ta régularité, ton sérieux, ta faculté à travailler, à apprendre. Et voilà, le reste, ça m'impressionne pas. Moi. Exactement. Et le faire pour toi, pas pour ton coach. C'est ça, Parce c'est ça. que Ça, c'est ça, ça. c'est pire aussi. Je cherche pas à plaire parce que dans la cage, c'est toi. Si tu cherches dans le regard du coach, la motivation, le truc, ça doit venir de toi-même, de toi, avant tout. Exactement. Et on parle beaucoup là de ton rôle de coach. Justement, est-ce que tu préfères plus ton rôle de coach ou de combattant, d'une part, et aussi émotionnellement, tu ressens plus de choses quand toi tu as gagné un combat ou quand un de tes élèves gagne un combat? Alors, on ne peut pas se le cacher, la victoire, quand on dit ton nom à la fin, on lève ta main, cette sensation-là, elle est unique. Elle est unique. C'est quelque chose qui t'appartient. C'est quand tu t'es entraîné, quand tu as fait ta diète, quand tu as, fait des sacrifices pour aller chercher cette victoire-là. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Il y a des gens qui aimeraient pouvoir vivre ça et qui ne le feront jamais de leur vie et c'est bien dommage pour eux. Maintenant, quand la satisfaction de voir ton élève gagner, pour moi, c'est juste le travail, en fait. C'est OK, on a bossé ensemble, on a validé une étape, et c'est bon. Je suis content, bien sûr que je suis content, je suis heureux parce que c'est des moments aussi, c'est des souvenirs, c'est des trucs qu'on va jamais oublier. Mais une fois qu'elles sont passées, il y a quelque chose devant. Tu vois, donc je m'accroche pas trop à ça. Tu vois, OK, c'est bien, vas-y, on a gagné. Lui aussi, il gère sa victoire comme il veut, mais next, prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? On a eu un très gros week-end avec le club il y a au mois de février. On a enchaîné 8 combats. 8 combats, que ce soit chez les amateurs et puis après le point d'orgue, c'était Modibo chez Arès. Et on a fait 8 sur 8. Et ça, c'était incroyable. Mais j'ai dit aux gars, ouais, c'est cool parce que là, on gagne. Et quand on va se retrouver dans des problèmes ou dans les difficultés, comment on va gérer ça? Donc venez, on savoure ces victoires-là, c'est cool, on célèbre, mais venez, on pense à la suite aussi. L'entraînement, c'est demain à 17h. Allez, go. C'est tout, en Ouais. fait. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Même si, ouais, moi, j'ai toujours pris hein, quand même plus de plaisir avec les élèves. Enfin, tu vois ce que je veux dire? À Ouais, les voir arriver à les accompagner. Mais ça, je pense qu'aussi, c'est le côté intrinsèque. Tu vois, tu t'es rêvé. C'est peut-être la différence là, tu vois, qui nous sépare. Peut-être c'est que tu t'es rêvé combattant avant d'être coach. Et moi, je me suis peut-être rêvé coach avant d'être combattant. Tu vois, je pense que mm, ma carrière de combattant a été une carrière qui m'a aidé à devenir coach, un meilleur coach. Tu vois ce que je veux dire? ok. J'ai jamais Ouais, ça voulu c'est. aller vraiment très loin. Et ton plus gros souvenir, s'il y a vraiment un souvenir qui t'anime le plus, tu sais, quelque chose qui t'a marqué, quelque chose où tu te dis, ah, ça, c'est un truc que je n'oublierai jamais dans ma vie, de coach, de combattant, ou Le autre, coach de même ailleurs. combattant, j'aimerais t'en donner deux.
Le premier, c'était ce combat au SHC en Suisse. Adversaire qui devait être un adversaire genre qui avait autant d'expérience que moi, qui était pas sur le papier, qui était bien. Et puis par la suite, je sais pas si tu me vois parce que je reçois un appel en même temps. Si, je te vois. Et après adversaire qui change et on met un champion de Muay Thai doublé d'une ceinture marron de JJB. Puis je dis waouh, c'est quoi ce truc? Et gros stress et tout qui se met en place, genre à 2 semaines du combat, tu vois. Donc on doit adapter tout ça et vraiment gros stress, tu vois, gros stress. Et le combat il dure 10 secondes. Je rentre, j'ai fait une performance de fou, je le mets KO et la libération qu'il y a eu ce jour-là, c'était juste incroyable, tu vois. Ça, c'est un de mes plus gros souvenirs, sans compter la soirée de fou qu'il y a eu après. Il y avait Joey Star et tout. Non, c'est des souvenirs de fou. C'est dans ce sens-là où tu te dis, non, le MMA, les émotions que ça t'apporte, c'est dingue. Et puis aussi ce titre de champion de France de Samba. Samba qui est arrivé au club, qui avait 13 ans et qui fait champion de France à 20 ans, tu vois, et qui montre vraiment que le sérieux, la régularité, le travail, bah, c'est des vraies valeurs. C'est quelque chose de palpable. Et voilà, il bat un jeune Swill qui était juste une terreur, en fait, tu vois. Swill, c'est clair que les gens, ils voulaient pas de cette fumée. Et Samba, à force de travail et d'écoute, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et ça a porté aussi le club. Ça a montré que, voilà, on était une équipe de travailleurs. Et ça nous a ramené énormément d'adhérents aussi après. Donc tout ça, ça a été aussi une amorce pour pas mal de choses qui ont suivi après. C'est marrant parce que tu vois, là, tu sais, ça fait écho avec le côté émotionnel de la question d'avant, tu vois, mais tu m'as cité les deux. Toi en tant que combattant et toi en tant que coach. Ouais. Comme quoi, tu vois, même si on passe à autre chose, il y a quand même toujours, tu sais, un truc Ouais, comme ça qui peut nous renvoyer à une grosse émotion. En fait, tout dépend de l'événement, tu vois, et tout dépend. Tu vois, je pense que si demain Samba il fait champion de l'UFC, tu vois, je sais pas si c'est un objectif, je sais pas si c'est ouais. ce qu'il souhaite, mais si c'est ce qu'il souhaite et que ça arrive, tu vois, je pense que on refait l'interview et là, je pense qu'il y a un événement, ça peut être celui-là, tu vois, Ouais. ton émotion, une des émotions les plus fortes. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, c'est une aventure de fou, c'est des souvenirs, c'est du partage et chaque moment est unique. Alors là, je vais me mettre dans ma voiture parce que j'ai plus de batterie. T'as plus de batterie. Comme ça, ouais. Les aléas du direct qui C'est là seront en du différé. direct. Et qu'est-ce que je veux dire? Et en dehors du MMA, dehors des sports de combat, c'est quoi qui fait kiffer Malik Sylla? Ah, c'est d'être avec mes enfants, concrètement. Avec mes enfants et d'être dans un apprentissage aussi, d'être toujours en train d'apprendre quelque chose. Ça, je kiffe, tu vois. Ça, je kiffe. Et voilà, je suis dans ma voiture, vous avez vu, c'est un sac de frappe qui C'est est là. c'est Et sa réserve aussi. voilà, c'est ma réserve, vraiment. Le côté un peu relou de la vie de coach qui n'a pas de salle. Donc voilà, ma voiture peut me servir parfois de réserve. C'est ça. C'est en fait, il aime être avec ses enfants, mais ils peuvent pas rentrer dans sa voiture. C'est le Ouais, problème. je te jure. Il court à côté. Mais C'est on pour ça que ta blague, fille ma elles sont fille, elle si était là, et sportives. l'autre, elle était sur le sac. C'est pour ça qu'elles sont Tu ne si sportives. dénonceras pas aux forces de l'ordre. Non, Donc non. voilà, c'est un peu. Tu t'es dénoncé tout seul, frérot. Bon, C'est ça un va, on fait pas peu, énormément de vues. Ça passe. c'est jamais capture d'écran, enregistrement écran. Regardez ce qu'il fait. Il n'y a pas de preuve Enfin, visuelle. Tu l'as dit, c'était une anecdote, c'était une voilà, blague. c'est Voilà. ça. Ce n'était pas vrai. C'est ton Ça. côté farceur. Donc ouais. Mais je vois ça de toute façon. Je vois ta proximité avec tes filles et tout ça. Je vois que tu passes beaucoup de temps avec elles. Je vois que enfin, tu vois que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Tu vois, il y a une complicité, une vraie complicité. Ça se Ouais, ressent dans dans ce que tu postes et tout. Tu as réussi à les emmener dans ton monde aussi, dans tes mondes, parce que aussi. je pense qu'elles sont aussi fans de musique que fans de bagarre. Et c'est beau. C'est beau. Tu sais, on dit souvent la relation du père avec ses filles, mais là, on le ressent vraiment de toi avec tes filles. Ouais, c'est quelque chose que
Alors, je ne sais pas si ça s'est imposé à elle, mais on parvient à partager ça. Mes filles, la grande qui a 16 ans maintenant, elle a fait du grappling, elle a fait de la compétition. La petite, elle a essayé, elle n'a pas kiffé. Donc, tu vois, je leur impose pas non plus trop. Mais là, c'est mis au MMA, la plus petite, qui a 10 ans, et elle kiffe. Elle kiffe en tout cas l'aspect percussion, tout ça. Donc, elle s'amuse bien dans ça. Elle en fait une fois par semaine. Et c'est notre moment à nous aussi. Et donc, voilà, c'est que du partage. Ah, c'est quelque chose que tu voulais absolument qu'elle fasse ou c'est venu tout seul comme ça? Non, je pense que c'est important pour tout le monde, hein, filles ou garçons, d'apprendre à se défendre, pour apprendre un sport de combat. Pas forcément pour se défendre, mais la mobilité que ça demande, les sports de combat, l'énergie que ça demande, ce travail aussi de mental, c'est que c'est pas facile. Tous les sports ont leur aspect mental, mais les sports de combat, c'est particulier. C'est particulier, donc voilà, j'avais envie qu'elle se confronte à ça. Ouais. Ouais. Non, mais je comprends tout à fait. Parce que moi, je vois avec les miens, tu vois, tout le monde me dit, oh, tu vas avoir deux, j'ai deux fils. Ça va Ouais, être des combattants, des trucs comme ça. Je dis, non, mais pas forcément. Qu'ils apprennent à se défendre, oui. Maintenant, si son truc, c'est de faire du Bill Bokeh, il fera du Bill Bokeh. Qu'est-ce que. ouais, C'est moi, ce qui compte, c'est qu'il kiffe sa vie, tu vois. Après, ouais, ça, si c'est c'est ça. pour, euh, si c'est pour niquer ta relation avec tes enfants, parce que tu as décidé de les forcer à faire quelque chose qui leur plaît pas, Ouais. c'est pas quelque chose d'intéressant. Non, Maintenant, savoir se y a défendre, pas de oui. projet, y a pas de projet Mbappé avec les enfants. Non, 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 non. Il n'y a rien de pire. D'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, enfin, parce que tu coaches aussi des enfants. Et les compétitions de grappling enfants, enfin, moi, j'ai du mal à y aller parce que justement, que ça soit les coachs ou les parents, je vois des comportements et des pressions qui sont mis aux enfants qui sont tout Ouais, bonnement honteuses. Honteuses, véritablement. ouais, on est d'accord là-dessus. Moi, j'ai déjà arrêté des combats parce que les enfants ils faisaient n'importe quoi et puis les parents ils étaient là en train d'encourager ça. Je dis mais c'est il y a des trucs sur lesquels je rigole pas et c'est ça, c'est la discipline, surtout avec les enfants, le mauvais comportement des parents ou des trucs, que ce soit en compétition ou à l'entraînement. Nous au club, on a et comme ils le font par exemple au judo tout ça, les parents ils assistent pas aux cours. Les parents ils assistent pas aux cours, c'est pas leur moment, c'est le moment des enfants. Donc, que les enfants puissent avoir leur petit moment d'expression sans qu'il y ait la pression du regard des parents, des trucs comme ça, parce que c'est compliqué. Et puis au bout d'un moment, bah, quand tu peux plus mettre la pression à ton fils avec les yeux, tu vas faire comment? Mmh. Si tu peux plus lui parler, enfin, si la parole ou les yeux, tout ça, ça marche pas, tu perds quelque chose. Et donc ça, ouais, de ce côté-là, là, je suis assez dur là-dessus. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Au-delà de ton rôle de coach, il y a ton rôle aujourd'hui, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais on l'a juste effleuré dans les médias. Comment ça Mhm. t'est venu? Comment ça s'est profilé? Ouais, voilà, comment ça a démarré cette aventure sur Canal+. Alors, ça s'est fait par le biais d'un Benjamin Allemand, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait No Contest, et Mhm. qui allait souvent dans les clubs et tout, et qui allait à la rencontre des combattants. Et voilà, Canal Plus Afrique allait développer Ares. Et pour le Ares, il avait donné mon nom, entre autres, avec le nom de Xavier et d'autres noms. Et puis ils m'ont appelé, et ça l'a fait tout de suite. Donc 2019, j'ai commencé mon rôle de consultant à Canal Plus en allant à Dakar pour le premier événement Ares. Et c'était juste incroyable. Commenter Ares à Dakar. Il y avait Greg Baben qui combattait à ce moment-là. Je dit, Greg, attends, on a commencé le même ensemble. Maintenant, là, il est chez Ares, il combat à Dakar, lui qui est aussi d'origine sénégalaise. Et, euh, et moi qui suis au commentaire, c'est ouf. C'est ouf. Donc voilà, on a vraiment. J'ai commencé en tout cas chez Canal Plus comme ça. Par la suite, il y a une émission hebdomadaire qui s'est créée. Et voilà, de fil en aiguille, on a, ils m'ont fait confiance, en tout cas, vraiment, merci aux équipes de Canal+. Et que ce soit sur l'émission, après moi aussi, j'ai proposé proposer du contenu, proposer des idées, proposer des interviews. Donc c'est là aussi où je suis passé de consultant à journaliste.
Et voilà, après ma connaissance peut-être du MMA, de l'écosystème, comme dirait un certain Fernand Lopez, euh, ça m'a amené à rentrer un peu plus dans ce travail-là chez Canal+. Il y a d'autres choses aussi qui arrivent qui sont en cooking, mais pareil, on ne peut pas dire. Et On ne dit donc pas voilà, tout. Canal+ Afrique et Canal France pour Ares. Donc pour ceux qui ont Canal+ et qui regardent l'Ares, voilà, je commente aussi Ares pour Canal France. Et histoire aussi particulière, le fait que d'aller coacher Modibo, de jeter ma casquette de coach et de mettre mon costume de consultant juste après, je pense pas que ça se soit vu dans l'histoire de la télé, pas encore, je pense pas. Et là encore, souvenir de fou, quoi. Donc il y a deux premières fois. Il y a Taylor Lapillus qui combat à l'UFC et qui va mettre son Ouais, costume pour aller qui va commenter. commenter, ouais. Ouais, J'étais là ce jour-là, on ouais, partageait le ouais, même ouais, j'étais vestiaire. là aussi. Donc je l'ai vu se rhabiller, pas une marque, il est parti. Bon allez les Ouais, gars, je vais commenter. Et ouais, là maintenant on a Malik Silla qui fait l'autre pendant justement, qui va coacher, ouais. qui est vrai retourne aux commentaires. Comme quoi je crois que enfin je veux pas me tromper, mais on a des auditeurs assez calés là-dessus. Mais peut-être que la France est tu sais un pays enfin on est le premier pays à avoir fait ça, je crois. Je suis même pas sûr que ça se Ouais. soit fait Alors, je sais pas, même aux États-Unis, tu vois. j'ai pas de souvenir que ce soit Cormier ou les autres commentateurs US l'aient fait dans des ligues majeures, parce que Ares, c'est une ligue majeure hein, en France, il y a pas en Europe aussi, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc voilà, et Taylor à l'UFC, c'est fou, quoi. C'est juste fou. Ouais. En fait, je pense que le fait qu'aujourd'hui on soit un sport qui est dans ses débuts, où justement il y a, tu sais, les acteurs sont peu nombreux, ça permet en fait ce genre d'anomalie, quoi. Ouais, et tant mieux pour nous. Tant De mieux pour nous. ouf. Non, mais pour de vrai, pour de vrai. Donc c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et là, maintenant que tu es dedans, tu vois, que t'as fait ton trou et tout ça, c'est Ouais. sur une échelle de 1 à 10, c'est quel niveau de kiff d'être sur ce genre d'événement, de faire des commentaires, ce genre de choses? Ah, je te dirais 9,5. Il reste toujours une petite part pour l'improvisation, les combats qui sont peut-être moins kiffants et tout, mais allez, 9,5 juste pour faire le relou. Mais en vrai, on parle d'un sport que j'ai commencé à 20 ans et que c'est même pas un taf en fait pour moi, c'est juste partager là encore. Tu partages tes connaissances, tu partages ton point de vue, tu partages ton expérience et ça profite à tout le monde. En tout cas, j'espère. Ceux qui ont vu les commentaires que ce soit pour l'UFC ou pour la RES, n'hésitez pas à dire si c'est bien ou pas. Voilà. Ah, moi, je te le dis, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et puis de mieux en mieux parce que tu sais, c'est pareil, tu sais, on prend de l'expérience et au fur et à mesure Ouais, du c'est temps, ça bah, aussi. parce que je crois que, tu sais, quand tu débutes, je pense il y a ce côté où tu veux tellement bien faire que Ouais, tu sais, tu peux des fois en faire un peu trop, tu vois. Et puis, plus tu es à l'aise ouais, avec l'exercice, plus tu es rompu avec l'exercice et plus ta vraie personnalité, elle ressort. Tu vois, c'est vrai. et je pense que là, tu es clairement dans ce cas de figure maintenant où vraiment tu es détendu, tu es à l'aise et ça se passe très bien. Et puis en plus, avec une grosse connaissance de la pratique. Donc voilà, au Ouais, la moins quand pratique des tu sais de quoi combattants tu aussi, parles. c'est vrai que j'ai cette proximité, on peut dire, avec les combattants. Avec les combattants, je m'entraîne encore. Tu vois, c'est ça aussi, c'est que je suis proche de la discipline parce que je la pratique. Je suis pas juste un coach qui est assis sur son banc et qui fait rien. Je m'entraîne tous les jours. Je m'entraîne tous les jours, physiquement et techniquement. Donc, on est encore dans cette recherche. Un coach, c'est un chercheur. Je cherche des nouvelles techniques, je cherche des nouvelles façons d'apprendre et surtout, je regarde énormément de combats. Et quand tu regardes, en vrai, j'ai un disque dur là, même si la mémoire, des fois, elle bloque un peu, mais le fait de regarder des combats tous les week-ends, eh ben, ça te fait un sacré paquet de trucs à analyser, de trucs à jeter et de trucs à garder pour retourner à la salle. Donc, c'est utile dans tous les sens du terme. C'est marrant, tu parles de ta préparation physique. Tu sais, je vais faire un big up à Seb Kalou que je vois Ouais, toutes les semaines puisque je Seb, donne des cours à la CBB et ouais. donc je n'oublie pas. Il m'a dit de lui envoyer le lien de l'interview à la fin parce que voilà, Seb il avait Kalou. envie D'ailleurs, d'écouter, grosse tu vois. dédicace à Seb Kalou.
Parce que Seb Kalou, après ma blessure, en vrai, c'est grâce à lui si d'une part, je suis aussi en forme un peu, j'ai des biceps, j'ai tout, mais aussi son aide, son expertise sert à certains athlètes du club et vraiment le travail qu'il fait, c'est monstre. C'est monstre. J'ai combattu moi en 2023, j'ai combattu contre David Karp. Malheureusement, le combat n'est pas sur Tapologie, tout ça. Mais voilà, je gagne sur guillotine deuxième round. Et ma prépa, c'était Seb. Et la différence entre moi, quand j'étais, entre guillemets, jeune, performant et tout, et mon combat il y a 2 ans, physiquement, je n'étais pas du tout le même. Je n'étais pas du tout le même. Et ça, c'est l'expertise, et le travail et le talent de Seb. Ouais, puis il faut le mettre en avant parce que c'est quelqu'un qui ne le fait pas de lui-même, tu vois, pas de réseaux sociaux, Il rien, s'en tu fout vois, de tout ça. Il s'en fout de tout voilà, ça. c'est ça. Il est authentique. C'est un bûcheron qui travaille dans la neige torse nu avec sa hache. Vraiment, Et sa grosse ouais, je vois barbe. pas d'autre image là. Ah, avec sa grosse barbe et voilà. Et si tu as envie de te plaindre, il te dit tout de suite, écoute, il y a une poubelle là-bas, fais ton courrier, tu le mets directement dans la poubelle et puis voilà. Ça arrivera au bon destinataire. Ouais, et puis surtout, humainement aussi, c'est quelqu'un d'extraordinaire, Seb Kalou. Ouais, C'est vraiment. c'est un grand frère. Tu peux l'appeler, tu peux parler vraiment de tous les sujets avec lui. C'est une personne rare, vraiment. Exactement. Tu vois, il y en a qui font ça pour la lumière dans ce sport et il y en a qui font ça juste pour le plaisir et pour le côté humain, et ça, c'est son cas. C'est ça. Donc c'est pour ça. C'était important de lui faire cette petite dédicace. Ouais. Tu vois, on la laissera la découvrir, mais en tout cas, voilà, c'était important. Est-ce que tu as encore des projets à accomplir, des choses comme ça que c'est alors bien sûr sans dévoiler des choses que tu ne voudrais pas dévoiler, mais tu sais, je sens que toi, de toute façon, tant qu'il y aura de l'énergie, rien ne sera jamais fini. Mais t'as déjà des petits trucs en tête? Développer tu vois, faire des fighting beats, pas une franchise, tu vois, à la NR Fight, mais développer des clubs fighting beats, dans le sens où on a déjà une structure à Ville d'Avray, dans les Hauts-de-Seine, mais continuer le développement du club, continuer de pouvoir impacter les gens de la bonne manière, avec la bonne pédagogie, avec le bon entourage, les bonnes équipes, accompagner les combattants au mieux. Voilà, j'ai la structure de management BVMNGT et ça, là encore, ces trucs que j'ai appris au contact des grands, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à se débrouiller tout seul, il faut apprendre à aller chercher la connaissance aussi. Alors, je dis pas qu'il faut savoir tout faire et tout, parce qu'il y a certaines personnes qui vont se faire économiser du temps, de l'énergie en faisant peut-être mieux que toi parce qu'ils ont l'habitude, parce que c'est leur secteur de travail. Mais quand tu maîtrises, moi j'ai fait de la musique, j'ai sorti mon disque, j'ai été voir les radios, je connais le circuit. Et de la même manière, quand tu es combattant, tu connais les organisateurs, tu connais les managements, tu connais les partenaires, tout ça, personne ne va venir te raconter n'importe quoi. Personne ne va venir te raconter n'importe quoi. Donc, si j'en ai les capacités, j'ai beaucoup délégué, en tout cas ce qui concerne les cours, tout ça. Maintenant, je me suis vraiment axé sur les compétiteurs. Mais ce qui est de management, tout ça, je ne vais pas en prendre 10 000, mais voilà, m'occuper du management de 4-5 combattants et les accompagner du mieux que je peux. D'ailleurs, qui t'accompagne dans les cours? Petite dédicace. Alors, on a Benoît de Coco, qui est Benoît Florio, qui donne les cours de grappling. Le référent, c'est Zoubeir Bouarsa, qui est ceinture noire de Luta. Le référent JJB, c'est Djoumé Sangaré, ceinture noire aussi, JJB. Et en MMA, c'est moi qui donne les cours de MMA. Et depuis là quelques mois, Jérôme Muon qui nous a rejoint. Donc voilà, Jérôme. Sans compter Rémi qui donne les cours de grappe aussi une fois par semaine. Samba qui est là, qui donne les cours MMA enfants, ados. Younes, Corentin aussi, qui est là et qui nous aide beaucoup sur les cours. Donc vraiment, on a étoffé l'équipe parce que on ne peut pas faire tout seul. Et plus on grossit, plus on grandit, plus on a besoin des autres. Voilà, j'espère avoir oublié personne. On a Abou, il y a d'autres volontaires aussi qui nous aident. Donc Ariles, Mika,
Vraiment, merci à tous les bénévoles volontaires du club qui nous aident, Mounir aussi. Et tout ça fait que le club, on a un club qui se porte bien et qui accompagne tout le monde du mieux. On fait de notre mieux, voilà, et ça, c'est top. Ah, une bonne petite armée. D'ailleurs, Djoumé qui s'est amusé toute la première partie de la saison à compter sur mes stories le nombre d'élèves que j'avais à chaque fois et chaque lendemain, il m'envoyait le nombre. Il travaillait son calcul mental. On a beaucoup rigolé là-dessus. Mais c'est un farceur, J'adore. il est là, hein, mais c'est un grand farceur. Il fait le sérieux, mais c'est un grand farceur. Moi, je le kiffe. Je le kiffe. Djoumé, moi, que j'ai connu à l'époque, on faisait du MMA. Hein. Donc, c'était il y a plus de 15 ans. Pour la petite histoire. Djoumé, on s'est dit sur la dernière compétition, on a été ensemble là qu'il faudrait qu'on monte un truc, lui en kimono, moi en nogi, et pour faire le meilleur des deux mondes, parce que en termes de coach kimono, c'est un excellent coach. C'est un excellent coach. Djoumé, c'est une méthodologie, un savoir-faire qui est, voilà, ça a son image, c'est sérieux, c'est cadré, et en tout cas, ça plaît beaucoup. Ouais. Et en parlant d'homme de l'ombre aussi, tu parlais d'Enoch tout à l'heure. Là, ça nous manque vos clashs sur les réseaux sociaux. Il se fait discret, Enoch, en ce moment-là. Ouais, il se fait discret, on se fait vieux. On se fait vieux, mais voilà, on n'hésite pas, on se serre pas la main avec Enoch. À chaque fois, on se voit, hey, casse-toi, tu vois. On est toujours en clash. C'est comme Lafouine, c'est comme Booba et Rof. On est toujours en clash avec Enoch. Ouais, mais ça a pas d'âge. Voilà. Ça a pas d'âge, tu vois. Il y a pas de vieillesse pour ça. Voilà. Il n'y a pas de vieillesse pour ça. Il faut continuer. Parce que moi, je me régalais à lire vos histoires, là. Surtout lui. Lui aussi, très, très fort. Très grand banner. Il est trop chaud. Des fois, ouais, j'avoue, il avait des petites longueurs d'avance. Mais fallait que je m'occupe des combattants. Je pouvais pas être partout. Dans 10 ans, Malik Sylla, c'est quoi? Dans 10 ans, Malik Sylla, c'est coach, toujours coach, à la tête peut-être de plusieurs clubs, Fighting Beat. Un formateur, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me plairait, partager ma méthodologie au service de plus grand nombre, mais pas que au sein du MMA. Je pense que il y a quelque chose à faire du côté de l'éducation des enfants, notamment des primaires. Et il y a un volet là encore qui est au travail de ce côté-là. On veut faire quelque chose de ce côté-là et développer en tout cas aussi des choses du côté des médias. Mais voilà, ça arrive chaque chose en son temps. C'est cool. Je vous l'avais dit, encore beaucoup de projets, on le sait. Il nous dit pas tout, il faut creuser, mais voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation que t'aimes, tu vois, et qui t'accompagne dans ta vie, tu vois, que tu pourrais partager avec les auditeurs? Voilà, c'est Ou un ce genre de leitmotiv, truc, mais les grandes lignes, je dirais, c'est anglais, c'est un anglicisme, c'est be all you can be. Deviens tout ce que tu peux être, parce que en vrai, j'ai envie de dire tout est possible. Mais voilà, si tu n'essayes pas, en tout cas, tu sauras jamais. Donc voilà, essaye. Et si tu rates, c'est pas grave, il y a d'autres choses. Et surtout, l'échec, je pense que c'est formateur. On peut se tromper, ça fait pas de toi un nul, ça fait de toi quelqu'un qui a essayé au moins. Et ça, il n'y a pas de regret à avoir de ce côté-là. C'est vrai qu'en France, on a un peu de mal avec ça. On a un peu de mal avec l'échec. Parce que tu vois, tu l'as dit, tu l'as cité en anglais, mais parce que c'est un état d'esprit qui est très anglo-saxon de toute façon. Que l'erreur est une marche supplémentaire vers la réussite, quoi. Bien sûr. Donc, c'est pas qu'une phrase de loser. Il faut essayer. Si tu n'essaies pas. Michael Jordan qui disait, voilà, avant de mettre un point, j'en ai raté je sais pas combien, tu vois. Ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, Michael Jordan, toujours en vendeur de basket, c'est des milliards, c'est pas rien, tu vois. Juste pour parler de lui. C'est clair. Et dernière petite question, est-ce qu'il y a une personne que tu trouves super et que tu penses que nos auditeurs pourraient adorer, que tu pourrais me conseiller pour une future interview? Une ou plusieurs, d'ailleurs.
Seb Kalou, il a tellement de choses à te dire, tellement de choses à t'apprendre. Tu vois que ça serait. C'est vrai que c'est un personnage qui est pas médiatique, mais voilà. Après, si je passe en revue, j'ai la chance de connaître plein de gens, mais quelqu'un qui peut être cool pour ton format. Tac, 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 tac. Karim, le coach de Morgan. Je pense que lui aussi, il a des choses à dire, des choses à partager. Ou Johnny Frachet. Mais là encore, Johnny, tu vas faire une émission de 5 heures. Donc, trop de trucs, trop de vie. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Johnny, ouais, c'est lui aussi, le cerveau du MMA, tu sais. C'est ça. Johnny, voilà, lui aussi, c'est un grand monsieur. C'est un petit bonhomme par la taille, mais c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur, Johnny. Ouais, mais il est aussi large que grand aussi, c'est ça le truc. Il est balèze, Johnny. Il faut. Il a bâti son histoire aussi à travers ce sport-là, tu vois. Donc voilà, et ce sport, il en contient des choses. Donc voilà. Johnny qui avait un podcast d'ailleurs, Ronin, c'était comment déjà? C'est Ronin vrai. Knowledge avec Ouais, c'est vrai. Eric Rochereau. Ils avaient sorti ça C'est et vrai. je me souviens je les avais félicités. C'est marrant parce que tu vois, regarde, comme quoi tout est interconnecté. Au roll-up, on s'était vu dans le public et je lui avais dit ah pas mal ton format et en fait on parlait de podcast et il ne savait pas que tu vois Tatami Connexion Ouais, c'était moi, c'était vrai. tu vois. Et il y avait aussi putain, je vais avoir un trou de mémoire. Comment elle s'appelle? Tu sais qu'on m'attend de la res, justement une élève enfin une des de Delphine. Johnny. Non, de Johnny. Ah mince, oh là là, bonne en boxe, qui était passé pas loin de prendre la ceinture. Alex Tekena. Alex Tekena. Alex Tekena, pardon. Mais vous savez tous, de toute façon, tous ceux qui m'écoutent, ils savent très bien que des gens que je connais, quand je cherche leur nom, c'est là où ils m'échappent. Donc Alex Tekena, pareil, c'était au roll-up aussi, où je mets sur Incroyable. Twitter, tu vois, je mets sur Twitter comme quoi je suis au roll-up, et elle me met un commentaire ou elle me met un like, un truc comme ça, et elle était assise juste derrière moi. Et je me retourne et je Incroyable. lui dis merci. Tu vois, parce que c'était à Oui. l'époque justement où on savait pas que c'était Seb et moi qui étaient derrière Tatami Connexion et elle écoutait en fait D'accord. l'émission. Comme quoi, tu vois, il y Tu a vois. plein de choses qui se sont passées dans ton événement. C'est pour ça qu'il faut qu'il revienne, ton roll-up. Donc, Va revenir, bougez pas. ouais. Et Johnny, putain, que j'ai rencontré à l'époque, moi, quand il était en équipe de France de grappling. Le grappe, On ouais. s'était rencontrés il y a très longtemps dans un pays obscur. Je sais plus quel pays de l'Est c'était à cette époque-là. Mais bon, tu vois, on était à milieu de savoir ce qu'il allait devenir à cette Attends, il y époque-là. a Enfin, quelqu'un tu vois, qui c'était déjà m'embête un là. grand combattant, quoi. Il y a quelqu'un qui m'embête là. C'est qui? Mais qui C'est est-ce? qui? Ah, tu reconnais pas? Mais c'est loin, Ah, mais vous c'est voyez pas? Samba. C'est loin. C'est C'est Samba. Samba. C'est C'est Samba. Samba. Il est C'est là. Samba. Ouais, Je fais ouais. coucou, mais il me T'as verra pas tes jamais. lunettes, tu te fais vieux. Tu te fais vieux, Samba. Voilà. Le monde Thomas est à petit. Saint-Ouen. Ça va quoi, Samba? Vas-y, tout à l'heure? Allez, va dormir un peu. Ouais, ouais. Vas-y. C'est la ville. Ouais, la ville. Il m'a localisé. C'est ça, exactement. Il sait, il savait. Pourtant, c'est pas Il en live, savait. hein, je te dis. Parce qu'il aurait très bien pu reconnaître l'épicerie qui était derrière toi tout à l'heure, tu vois, mais c'est pas en Exactement. live. Donc, bah écoute, Exactement. Malik, on a fait le tour de cette interview. Je sais pas si toi, tu as des choses à rajouter, tu vois, si tu avais encore des choses à dire, tu vois, c'est micro Bah libre. écoute, moi, j'étais ravi en tout cas de répondre à vos questions, à tes questions. On s'adapte. La vie, c'est ça, tu vois. Seb devait être parmi nous. Les circonstances ont voulu autrement, mais les choses se sont passées quand même, comme on dit. Et puis, euh, et puis voilà. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci, pas de problème que des solutions. Et puis voilà. Merci en tout cas. Tata mes connexions. Bientôt de retour à Saint-Ouen. Salut toute ton équipe pour moi, toute la team de Saint-Ouen. Et puis voilà. On se dit à très bientôt. Et puis prochain épisode, on parlera des roll-up et de tout ce qui a été fait entre temps. Ah, si tu veux, hein, si tu refais un roll-up, on peut se refaire un petit trio, justement, pour faire un débrief. En fait, au lieu qu'on fasse le débrief que nous deux, de le faire avec toi, ça Ouais, serait cool, ouais. Ça ouais, serait ouais. cool.
Donc ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais nous, de toute façon, tu faisais partie des premiers noms, tu sais, qu'on avait en tête quand on parlait de faire des interviews. Donc je suis content que ça se fasse. D'ailleurs, tu es dans les premiers, là, tu vois, de toute façon, qu'on a interviewé, parce qu'on a eu Alex Herbinet, on a eu Julien Casier, tu vois, on a eu Anthony Réa, et c'était le quatrième. Donc Julien, tu vois, dites à t'es dans Julien qu'il n'est pas plus stylé que moi, hein. Non, il y a une bataille il y a une petite bataille de dripper entre Julien et Aldric Cassata. Ils sont drippés. Ouais, c'est drippé, c'est-à-dire ils font attention à leur style, tu vois. Ils s'habillent pas dans le noir, comme dirait mon cousin. Donc voilà. Je sais. Bah, on parlait de toi avec Julien justement la dernière fois. Parce qu'il a fait une annonce d'un nouveau business, tu vois, et donc justement on parlait de toi. Donc voilà, non, Julien avec qui je discute très régulièrement, enfin c'est lui aussi, c'est quelqu'un qu'il faut connaître. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter son interview sur la chaîne parce qu'elle était très intéressante, notamment sur le business des sports de combat, le fait que lui aussi il ait une salle privée et tout, c'était très intéressant. Puis il connaît beaucoup de monde aussi, donc c'est sur la chaîne, faut pas hésiter. Bah écoute, déjà, moi je vais faire mon petit instant promo quand même. Alors, je sais pas si tu connais d'ailleurs Import Fight qui nous sponsorise cette année, mais pas que nous, il sponsorise plusieurs podcasts. Et c'est un site qui vend du matériel qui n'est vendu en France qu'en France. Donc, qui est vendu à l'étranger, mais qui est vendu qu'en France chez eux. Donc, Hit and Move, Corner, tu sais, qui sponsorise Belal Mohamed, Alex Pereira et tout ça. Primo pour la boxe taille, du matériel de qualité qui est, ma foi, bien stylé. Tu vois, toi qui fais du coaching et coaching box, ils ont une petite paire de pattes d'ours. Je sais que j'en parle souvent, mais. On va voir ce que c'est. Ouais, tu sais, une paire, tu sais, en forme de carapace de tortue. Tu sais, Hit and Move. Et tu sais, pour les vidéos, c'est plutôt sympa. Donc, on a un code promo, Tatami10, donc 10% de réduction sur tout le site. Donc, voilà, pour avoir du style autrement que les autres. Justement, tu parlais de style, justement. C'est, si tu veux te démarquer des autres en sortant de Dragon Bleu et de toutes les choses sur lesquelles on va d'habitude, Import Fight, le lien en description. Donc, faut pas hésiter. Et puis, bah voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Mon cher Malik, merci beaucoup. Et je te dis merci salut. à toi. Ciao.